Une question, comment vous avez fait le choix de ces 3 médicaments homéopathiques et puis peut-être dans la foulée voir si on aurait pu envisager d'autres médicaments homéopathiques dans cette maladie d'Alzheimer. Merci pour cette question. Notre étude TNC thérapeutique, donc c'est une étude prospective sur 30 cas de maladie d'Alzheimer. Ces 30 malades ont été eux-mêmes leurs propres témoins, puisque c'est une étude qui a duré 2 ans. Au cours de la première année, les malades ont été mis sous donépézil, sous traitement donc anticholinésterasique classique, actuellement approuvé. Et au cours de la 2e année, on a introduit un traitement homéopathique en association à ce traitement chimique. Et nous avons comparé les résultats obtenus au cours de à la fin de la première année, donc avec le traitement chimique seul, aux résultats obtenus à la fin de la 2e année, où on a associé donc le traitement homéopathique au traitement classique. Et les résultats donc ont montré que il y avait une amélioration, il y avait une différence nette, significative entre les 2 bras, le bras donc de donépézil seul et le bras de donépézil associé au traitement homéopathique. Et ceci en relation avec les fonctions cognitives qui ont été mesurées grâce à 2 tests, le test de MMSE, le Mini Mental State Examination, et le test, la sous-échelle cognitive de la DAS. Mais aussi, ces résultats ont montré un différentiel concernant la qualité de vie, aussi bien des malades que des aidants familiaux, parce que dans la maladie d'Alzheimer, le malade souffre, mais aussi surtout l'aidant familial souvent souffre plus que le malade. Donc on s'est intéressé à cette dimension et on a étudié le fardeau ressenti par l'aidant familial, et ce fardeau a été amélioré. Cette charge a été améliorée au cours du traitement associant homéopathie plus donépézil. Concernant les médicaments homéopathiques que j'ai utilisés, donc j'ai choisi un trio que j'ai appelé trio homéopathique de la maladie d'Alzheimer. C'est un trio à base de métaux lourds. C'est Allumina à haute dilution, 15 à 30 CH, et Baritacarb, aussi à haute dilution, 15 à 30 CH, et Plombon Métallicum, aussi à haute dilution. Pourquoi ces trois remèdes? J'ai choisi ces 3 remèdes en se basant sur les données toxicologiques. Vous savez très bien que très bien l'action toxique de l'oxyde d'aluminium sur le système nerveux central. Et la démence dédialysée est une démence très connue à cause de l'aluminium. Aussi le saturnisme chronique qui donne des encéphalopathies saturnines liées au plomb. Et aussi le carbonate de barium, aussi, il est connu pour sa toxicité sur le système nerveux central. Ces données aussi reposent sur les expérimentations pathogénésiques de ces 3 remèdes qui confirment leur polarité sur le système nerveux central. Pourquoi ne pas utiliser d'autres remèdes? C'est pour dans le même ordre d'idée. C'est pour être homogène et pour pouvoir mener cette étude dans les règles de la science, pour être plus rigoureux. Et pour cette raison qu'on a fait une exception à la règle d'individualisation de l'homéopathie. Et même Hahnemann
a fait cette exception. C'était en 1831, lorsqu'il a traité des épidémies de choléra, où ça a été un succès de l'homéopathie. Et il a défini 3 remèdes applicables à tous les malades. Il a appliqué à tous les malades les mêmes remèdes. C'était Veratrum album, Camphora et Cupran. Et il a obtenu des résultats très intéressants. Donc, ceci à cause des caractères communs à tous les malades, donc qui indiquent ces remèdes. La maladie d'Alzheimer est une maladie qui pratiquement actuellement qui prend une place de plus en plus importante à cause de sa fréquence, de sa gravité. Et le tableau présenté par les malades comprend des caractères communs à tous les malades. Donc c'est pourquoi on peut essayer ce type d'essai en se basant sur les mêmes remèdes chez tous les malades. D'abord sur la méthodologie, comme vous avez expliqué, d'abord c'était tous les malades dans les premières années qu'ils ont pris seulement les médicaments classiques, c'est ça? Et dans le deuxième temps, c'était aussi tous les malades qui ont pris les médications classiques et l'homéopathie, l'association, oui, tous les malades. Parfaitement, oui, tous les malades. Les 30 malades ont pris durant la première année un traitement donc classique seulement, et au cours de la deuxième année, un traitement, l'association traitement classique et traitement homéopathique. Tous les malades. Parce que je voudrais faire une critique, là, nous sommes toujours critiquables là, quand on fait notre recherche, parce que j'ai toujours le regard du médecin allopathe et des chercheurs allopathes, parce qu'il peut critiquer votre travail en disant qu'une fois qu'il prend pendant un certain temps les médicaments classiques, ça va changer avec l'accumulation et ça va améliorer. Alors, ça peut être critiquable pour les médecins allopathes et pour les chercheurs allopathes, que les résultats que vous avez vus dans le deuxième temps qui prenaient l'allopathie avec l'homéopathie, c'est à cause du temps qu'ils prenaient les médicaments allopathiques. C'est tout à fait le contraire. Il est démontré que l'efficacité du traitement classique est maximale au tout début du traitement, et au bout d'une année, donc il y a un déclin inévitable. Et c'est au contraire, au cours de la deuxième année, on s'attend toujours à donc une résistance au traitement par les anticholinésterasiques. Et donc le résultat obtenu dans cette étude ne peut être imputable qu'à l'association avec l'homéopathie, puisque c'est au cours de la deuxième année qu'il y a eu une amélioration, et pas au cours de la première année. L'amélioration, elle est beaucoup plus nette, elle est beaucoup plus importante à partir de la deuxième année. Donc ceci conforte l'imputabilité des résultats au remède homéopathique et non pas au traitement classique. Parce que tout le monde sait que les anticholinésterasiques finissent par devenir inefficaces au bout de maximum une année. Voilà, très bien, merci. La deuxième demande, c'est est-ce que vous avez pensé de mesurer aluminium, barium et plomb pendant les traitements homéopathiques pour savoir, parce qu'ils sont des métaux lourds et normalement on trouve que c'est augmenté ces métaux lourds, surtout aluminium, dans la maladie d'Alzheimer. Alors, est-ce que vous avez pensé de mesurer pour savoir si avec les traitements homéopathiques ça a changé ça? De mesurer quoi? Je ne suis pas bien compris. Les métaux. Ah, des dosages chez les malades? Oui. Ah non, non. Non, parce que souvent c'est c'est pas des malades qui ont été dialysés ou des malades. Chez ces 30 malades, il n'y a pas eu d'exposition assez toxique. Oui, parce que c'est assez souvent là. On n'a pas trouvé de l'intérêt de doser ces métaux chez ces malades. Non, c'est plutôt comme contribution à observation. Seulement parce que normalement, on trouve ces métaux lourds très hauts
dans la maladie d'Alzheimer, surtout aluminium. Et alors, c'est plutôt comme contribution si on peut vérifier si ça change. Une fois que ça a commencé le traitement, mais voilà, c'est ça. Ça serait intéressant, c'est une autre... Géminis en France. Ma question porte toujours sur la maladie d'Alzheimer. Si j'ai bonne mémoire, il y a 2 ans, on parlait dans les maladies neurologiques dégénératives d'une anomalie de la perméabilité de la paroi intestinale et qui aurait éventuellement des effets de bactéries, par exemple Escherichia coli. Et je voulais savoir s'il y avait des essais, est-ce qu'il y a parmi vous des médecins qui soignent aussi la maladie d'Alzheimer avec ces produits-là, en tenant compte de cette donnée? À ma connaissance, non. Les essais ou les recherches homéopathiques sur la maladie d'Alzheimer, c'est très rare. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres essais concernant d'autres produits. Mais cette théorie intestinale est très intéressante. Actuellement, elle est en plein développement. Merci. À propos des pathologies inflammatoires de l'intestin, est-ce que pendant longtemps on a pensé que l'aluminium avait une toxicité digestive, et est-ce que, comme dans la maladie d'Alzheimer, les métaux lourds, en gros, je dis l'aluminium, mais les métaux lourds peuvent avoir une responsabilité dans les maladies inflammatoires au niveau intestinal? I don't believe this is something that has really been explored as of yet. And really you're going into an area that we, at least in the United States, call functional medicine, where they look more at heavy metals, they look at the detoxification system, energy systems, and basically recognizing that we're all individually different in terms of our ability to handle heavy metals and such. In other words, some people have the capacity to deal with heavy metals more easily than others. Other people, it seems to affect their detoxification system, bind it up, and therefore unable to deal with a lot of the after effects of, let's say, inflammation, and that just promotes more inflammation. So it would probably be considered a factor in that frame of reference, in that way of thinking. But in terms of let's say what's out in the standard literature, there is yet nothing on it. Again, like I say, if you look at this from a functional medicine standpoint, it definitely would be a factor and something to be looked at. And so they would probably measure heavy metals, usually with a provocative test that is with chelation and measuring it in the urine, and then probably doing something in terms of chelation and also improving detoxification and such like that. Très souvent, Mercurius solubilis, Mercurius corrosivus. Et moi, je pose une question à vous deux. Dans la maladie d'Alzheimer, on a parlé d'alumina, de barytacarbe, de plumbum. Est-ce que les sels de mercure ne seraient pas aussi intéressants dans cette pathologie de la maladie d'Alzheimer, puisqu'on sait la toxicité neurologique des sels de mercure, et est-ce que là aussi on ne pourrait pas envisager dans une étude? Parfaitement, oui. Donc il serait très intéressant d'associer Mercurius, puisque Mercurius est connu pour son efficacité sur tout ce qui est neurodégénératif, tout ce qui est dégénératif en général. Donc je fais ici un appel aux chercheurs qui sont intéressés pour contribuer à un nouvel essai qui soit plus intéressant que le nôtre, qui soit multicentrique, parce que le nôtre est monocentrique malheureusement, qui soit multicentrique, randomisé,
et donc qui a une puissance statistique plus importante et qui fait donc inclure tous ces le trio homéopathique en association avec d'autres, par exemple Mercurius ou d'autres substances. Merci. So I'm going back to Your name, please. Elena Klemenko, United States, New York. I find it very fascinating to see true integration of homeopathy, allopathic medicine, and functional medicine, which develops more and more in Europe and the United States. So the question or a suggestion regarding the study on Alzheimer's disease, there's more and more compelling evidence that herpes simplex virus becoming more and more evident in their development of Alzheimer's disease. And their pathological changes in the brain is nothing but their brain defense system to protect the virus from development. There's more and more evidence of that. And there is a lot of functional medicine doctors in the States use Voltrex now as a part of their regimen to keep Alzheimer's disease from development. So maybe one of their arms of your study would be combining Voltrex with your homeopathic treatment and see if you're going to gain additional evidence and additional benefits in terms of progression. Are you familiar with that, with this data? Oui, bien sûr. Les recherches sur la maladie d'Alzheimer actuellement se multiplient de plus en plus parce que c'est une maladie qui intéresse tout le monde. C'est un fléau, et il y a plusieurs théories, plusieurs hypothèses, et toutes il faut multiplier les recherches. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un appel à commencer des études homéopathiques sur sur toutes les pistes et les voies. Mais il y a plusieurs théories, plusieurs hypothèses et plusieurs pistes actuellement de recherche sur la maladie d'Alzheimer.